la franc-maçonnerie des origines, est-ce que cette franc-maçonnerie, c'était un relais des Lumières ou alors une action motrice pour la diffusion des Lumières? D'abord, j'insiste sur le thème obédientiel parce que, effectivement, ce qui est apparu en 1717, c'est la Grande Loge d'Angleterre avec des loges. Donc, la nouveauté, c'est pas la loge maçonnique, éventuellement, c'est l'obédience et la loge. Et c'est ce double niveau qui se perpétue, hein, et on peut donc dater de ce moment la franc-maçonnerie que nous connaissons d'une manière générale. Alors, pourquoi les Lumières? Parce que euh, les Lumières, contrairement à ce qui se dit en France, sont plutôt apparues en Angleterre. Surtout le pense par toi-même, hein, et va rechercher dans l'expérience la source de la connaissance. Et c'est la première, ce que j'appelle la première révolution. Elle est apparue avec Bacon, hein, qui a fondé ce qu'on appelle l'empirisme expérimental, c'est-à-dire le- il n'y a pas d'autre connaissance que celle de l'expérience de la conscience humaine. Alors, ma deuxième question, c'est le concept de nation. Est-ce que c'est une invention pour vous, une invention politique ou une création symbolique des loges? Le concept de nation, d'abord, je l'ai redécouvert dans ce qu'il était au XVIIIe siècle et en France, et notamment la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 qui dit, article 3, toute souveraineté repose dans la nation. Et quand on parle à ce moment-là de nation, ça s'oppose à la monarchie absolutiste qui estimait que le royaume lui appartenait parce que euh, il avait été, le roi estimait qu'il était le lieutenant de Dieu sur terre, comme tout appartenait à Dieu, il était quelque part le représentant de Dieu sur cette terre et il était chargé d'administrer le royaume, hein. Et on va voir opposé à cette démarche, surtout en France, la montée de l'idée de nation en tant que dire que finalement la propriété n'est pas celle du roi, elle est celle du peuple. Pour prendre un exemple que je prends souvent en matière immobilière, le roi n'est pas le propriétaire de l'immeuble, il en est le syndic. Donc, et ça va s'opposer. Et le concept a commencé à apparaître, notamment en 1715, avec le testament de Louis XIV. Louis XIV, il voulait transmettre le royaume à ceux de ses enfants qui étaient bâtards, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qui avaient été reconnus mais qui n'étaient pas en descendance directe, alors que ça s'opposait aux lois fondamentales du royaume qui supposaient une descendance directe, hein. Et donc, il avait fait ce testament et le testament a été cassé au nom de la nation. La troisième question, c'est sur les rituels maçonniques du XVIIIe siècle et de leur évolution continentale. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette évolution sur la France et sur le continent, en particulier avec l'apparition du rite français. Effectivement, bon, la maçonnerie, je dirais, apparaît en Angleterre, hein, 1717, et surtout les constitutions du 1723, hein, qui sont les constitutions de la Grande Loge d'Angleterre. Le rituel à cette époque de la franc-maçonnerie, on peut le refaire remonter à 1725, c'est le Tuileur de Simon et Philippe, qui est le plus ancien Tuileur, hein, que j'avais repris intégralement dans un de mes livres précédents. Et donc, c'est sur ce Tuileur que lorsque la franc-maçonnerie commence à travailler, à se répandre en France, c'est sur ce Tuileur que la Grande Loge de France, créée alors, en 1738 et non pas en 1728, comme on dit, hein, euh, va travailler. Ensuite, quand le Grand Orient de France apparaît, il faut rappeler qu'en 1773, la Grande Loge était en crise, parce qu'elle était partagée entre plusieurs courants, hein.
que depuis 4 ans, depuis 1767, le roi l'avait arrêté, l'avait suspendu, que le comte de Clermont, ancien grand maître, meurt en 71, et que donc un des courants va chercher le duc d'Orléans, enfin à l'époque c'est le comte de Chartres, qui deviendra le duc d'Orléans, pour être le grand maître, ce qui va faire redémarrer la franc-maçonnerie. La volonté à l'époque du Grand Orient de France, c'est de rassembler tout, parce que toutes les 20 années de la grande maîtrise du comte de Clermont, ça a été le chaos. Ça, tous les historiens le disent. Hein, il y a Thoiry qui dit que c'était le moment des les fausses patentes. Il y a des créations partout de loges mères écossaises, etc. Donc, le rôle du Grand Orient de France, c'était de rassembler. Et pour ça, il crée le rite français moderne. Moderne parce qu'il s'inspire du rite des Anglais. À l'époque, on dit les modernes. Hein, c'est la Grande Loge d'Angleterre, c'est la Grande Loge des modernes. Et français parce que c'est le rite du royaume la Grande Loge du royaume de France. Est-ce qu'on pourrait dire que, en France en particulier, la maçonnerie est devenue une religion laïque, ou est-ce que c'est un humanisme sans Dieu? Et parce que dans votre livre, j'ai été très intéressé par votre remarque pertinente sur, en particulier, les hauts grades de notre rite, qui est le rite écossais ancien et accepté, où on a le sentiment que ces hauts grades ont été un peu créés pour faire plaisir à la religion. Je dirais pas pour aller jusqu'à faire plaisir à la religion, mais pour la rendre compatible. Hein. C'est-à-dire que ceux qui supportent la franc-maçonnerie anglaise, et notamment au grade de maître, c'est ce que j'ai appelé, ce qu'on a un peu oublié, mais qui est fondamental à l'époque, la religion naturelle. Alors la religion naturelle, c'est la religion de la raison, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fondée sur une révélation, mais sur le fait que nous sommes, par la raison qu'ils appellent lumière naturelle, en relation directe avec Dieu. Hein, donc on n'a pas besoin d'église, d'intermédiaires, etc. Et le deuxième point, c'est que on est sur la religion de la nature, c'est-à-dire celle où Dieu n'est pas révélé, mais immanent. C'est-à-dire, pour simplifier de manière philosophique, c'est la religion de Spinoza. C'est le Dieu de Spinoza qui est le Dieu de la nature. Hein. Et c'est tous les grands penseurs des Lumières, Pierre Bayle, David Hume, Kant, Newton, hein, sont effectivement des, des déistes, mais leurs croyances se tournent vers ce Dieu de Spinoza. Hein, et c'est pour ça que dans les constitutions de 1723, on parle, ce qui est toujours un peu ignoré, hein, s'il comprend bien là, il ne sera jamais assez stupide. Et c'est ça que ça veut dire, exactement ça. Ça veut dire que celui qui, parce qu'il rejette la religion révélée, hein, parce elle est pleine de croyances, de fantasmes, de superstitions, etc., elle tourne le dos à la raison, hein, mais qui, parce qu'il rejette cette religion révélée, rejette toute la divinité, hein, est un assez stupide, parce que du coup, il perd le vrai Dieu qui est celui de Spinoza. Alors, euh, pour revenir à la question sur l'évolution, effectivement, quand on parle du temple de Salomon, qui est le symbole principal, hein, un des symboles principaux de la nouvelle de cette franc-maçonnerie, ça pose un problème vis-à-vis du catholicisme. Pourquoi? Parce que normalement, le catholicisme, en tant que le christianisme, hein, il prend le relais de l'élection, hein, de l'élection par Dieu du peuple, dans la mesure où le temple a été détruit. Hein. Et le temple matériel, le temple de Jérusalem, a été détruit, et donc l'élection vis-à-vis du peuple élu n'est plus lié à un temple, il est lié à une ecclésia, c'est-à-dire une communauté. Hein. Et effectivement, dans ce cas-là, la franc-maçonnerie qui se propose de reconstruire le temple de Salomon,
rentre en difficulté avec cette théologie du christianisme. Donc, c'est là où apparaissent les maîtres écossais, hein, c'est Roger Dachèze qui en a fait qui a retrouvé la source dans son livre. C'est là donc, on va d'abord rappeler que le temple doit être détruit. Et le premier symbole écossais, c'est les colonnes brisées entrecroisées. Et donc, celui qui va essayer de rendre compatible la franc-maçonnerie anglaise sur le continent, notamment avec le continent qui est comme lié au catholicisme, c'est évidemment Ramsay. Alors Ramsay, il va faire deux choses. Il va écrire un bouquin qui va paraître peu après sa mort, qui s'appelle Principe de la religion révélée et naturelle. Donc, il prend les deux religions naturelles, la révélée, la classique, et la naturelle, et il va essayer de faire la démonstration qu'en fait, la religion naturelle n'est qu'un des éléments de cette religion qui va aboutir dans le christianisme. Ma dernière question, c'est aujourd'hui, en 2025, les loges maçonniques, est-ce que ce sont des cercles fermés ou est-ce que ce sont des réunions think tank pour préparer une société à venir? Je penserais pour la deuxième option, hein, euh, parce que pour moi, le rôle principal de la franc-maçonnerie, ça a été et ça reste, hein, toujours de promouvoir la rationalité dans les relations humaines, hein. C'est déjà Voltaire qui disait, lorsque deux personnes se disputent, on sait que c'est un problème de croyance, alors que si c'était un problème de rationalité, elles trouveraient un compromis, hein. C'est pour ça qu'on parle de l'universalisme franc-maçon, mais l'universalisme, c'est celui de la raison, hein. Et déjà, on le dit dans les constitutions de 1723, hein, pour réunir, il faut mettre les humains sur le plan de la raison, parce que s'ils restent sur leurs croyances, ils vont finir par s'opposer, ils continuent de s'opposer, hein. Et donc, c'est tout le principe de la franc-maçonnerie, c'est de promouvoir une société humaine qui est fondée sur la raison et qui donc va se rapprocher de l'idéal de la nation des Lumières. C'est pour ça que je dis que la franc-maçonnerie la loge est une nation en réduction, hein, parce que par définition, elle n'est pas fondée sur une identité, sur une ethnie, sur une religion, sur des croyances, etc. Elle est fondée sur l'universalisme humain. On reçoit tout le monde pour peu qu'il ait un minimum de conscience morale. Eh bien, Michel Koenig, merci pour d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage et j'ai bien noté dans vos réponses que l'avenir de la maçonnerie, c'est effectivement de créer une loge miniature et une nation miniature dans la loge qui n'est pas fondée sur la religion mais sur la raison et surtout sur la tolérance dans tous les sens du terme.